Salut tout le monde, nous sommes de retour avec la dernière vidéo de la matière sur la physique quantique, c'est-à-dire la dernière partie de matière de la session. Et ici, on va parler d'ondes de matière. C'est quoi les ondes de matière? En fait, il y a deux choses à ça. On a parlé dans les débuts de la physique quantique que pour que certains phénomènes puissent être expliqués, il fallait que la lumière soit faite de particules qu'on a appelées les photons. Par contre, on avait déjà dit précédemment, avec l'interférence, la diffraction et bon, la polarisation dont on n'a pas parlé, il fallait absolument que la lumière soit en fait une onde. Donc là, la lumière est une onde, la lumière est une particule, comment on va gérer ça? Ben, il y a quelqu'un qui est allé plus loin, qui a dit, ben, c'est pas juste la lumière qui est à la fois une onde et une particule, n'importe quelle matière a aussi une nature ondulatoire. Alors, c'est comme ça qu'on a fait une espèce de théorie unifiée. Et c'est Monsieur De Breuil, donc c'est écrit De Broglie, mais ça se prononce De Breuil, qui a amené cette hypothèse-là. En fait, c'était sa thèse de doctorat en 1923. Donc, il y en a qui ont fait des thèses de doctorat qui ont marqué, euh, qui ont marqué la science plus que d'autres, disons-le comme ça. En 1923, donc, Louis De Breuil propose que les particules dotées d'une masse ont elles aussi un comportement ondulatoire. Donc, comme je le disais, ben, les électrons, c'est des particules, mais ils se comportent aussi comme des ondes. Pareil pour les protons. Une balle de baseball, si vous la lancez, elle va avoir une longueur d'onde et tout. On va en reparler tantôt. Mais c'est ça que M. De Breuil a proposé. Et la longueur d'onde d'une particule, donc la longueur d'onde d'une onde, ça va, c'est la distance entre le max et le max, mais la longueur d'onde d'une particule, ça se calcule comment? Ça se calcule avec la constante de Planck et la quantité de mouvement de la particule elle-même. Donc P, c'est la quantité de mouvement, donc masse fois vitesse. Bon, si la particule va à des vitesses relativistes, donc très très près de la vitesse de la lumière, il faut ajuster l'équation de la quantité de mouvement, mais ça va toujours fonctionner dans cette équation-là. Mais dans le cadre de notre cours, on ne parlera pas de relativité, donc les seules particules qu'on va considérer, ils sont lentes par rapport à la vitesse de la lumière. Ils peuvent être à 1% de la vitesse de la lumière, mais ils ne seront pas à 50% de la vitesse de la lumière. Donc la quantité de mouvement, on va toujours utiliser P est égal à M fois V dans le cadre de notre cours. Alors si c'est une balle de baseball, si c'est un électron, peu importe, on connaît sa masse, on connaît sa vitesse, on connaît la constante de Planck, on peut trouver une longueur d'onde pour notre particule, pour notre objet. Ça, ce phénomène-là, ben, ça, c'est pas juste posé de même comme ah, ben, la lumière, il faudrait qu'elle soit une onde, il faudrait qu'elle soit une particule. Ben, disons que tout est une onde et une particule. On va pas plus loin que ça. Non, ça l'a vraiment servi à expliquer des choses. Entre autres, ça l'a expliqué pourquoi il y a seulement certaines orbites qui sont stables dans le modèle atomique de Bohr. C'est en fait, comme les électrons ont une longueur d'onde, ben, quand un électron est en orbite, ben, il revient sur lui-même, donc les ondes se superposent. Il faut que l'électron interfère de façon constructive. S'il y a une interférence constructive, ça veut dire que l'électron, essentiellement, il peut être dans cette orbite-là. Mais si on n'a pas une interférence parfaitement constructive, supposons qu'après, en fait, une révolution autour du noyau atomique, donc une fois la circonférence, il revient un petit peu décalé. Ben, on va avoir une interférence un petit peu constructive, mais pas parfaitement. Mais après un tour de plus, un peu plus décalé, après un tour de plus, ainsi de suite. À un moment donné, il est tellement décalé que ça va devenir parfaitement destructif. Ça va revenir constructif, ça va revenir destructif, ainsi de suite. Mais au final, il n'y aura plus d'énergie parce qu'après un certain nombre de tours, il y a eu tellement d'interférences destructives que l'électron n'est plus dans cette orbite-là. Donc, Bohr, lui, avait juste dit il faut qu'on ait des orbites stables qui respectent telle équation, mais sans dire pourquoi. Il a juste dit si on fait ça, ça marche. C'est pour ça que c'était des postulats. Parce qu'un postulat, on ne peut pas le démontrer, on fait juste le poser. Mais De Breuil, lui, a dit si l'électron a une longueur d'onde, en revenant sur lui-même, les seules orbites qui vont être stables pendant très longtemps, c'est les orbites où c'est parfaitement constructif. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la circonférence de l'orbite doit être un multiple entier de la longueur d'onde. C'est la seule façon pour que, si après un tour, on a fait exactement une longueur d'onde, à chaque tour, on revient exactement à la même place. Si avec un tour, on a fait exactement 5 longueurs d'onde, ça revient au même. Donc, il faut un multiple entier de longueur d'onde, ou si vous voulez, un multiple entier de 2π dans la phase de l'électron pour avoir une interférence qui est constructive. Alors, si on fait ça en équation, donc
la circonférence, 2π fois le rayon de l'orbite, doit être égal à n, un nombre entier, fois la longueur d'onde. Avec ça, ben, la longueur d'onde, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'est h sur p, c'est ça que Louis de Broglie a proposé. Et en divisant par 2π, en mettant la quantité de mouvement à gauche, donc on a quantité de mouvement fois rayon à gauche, c'est égal à n fois h sur 2π. h sur 2π, c'est ce qu'on avait appelé h bar, donc la constante de Planck réduite. La quantité de mouvement pour l'électron, c'est masse fois vitesse. Donc on a à gauche masse fois vitesse fois rayon. Mais ça, c'est le moment cinétique de l'électron, qui doit être égal à un nombre entier de h sur 2π, donc un nombre entier de h bar. Alors le n qui était dans l'équation du haut, qui était juste un nombre entier de longueur d'onde, mais ça correspond à notre rayon, à notre niveau là, de l'orbite. Donc n égale 1, c'est essentiellement le plus petit rayon possible. N égale 2, ben, ça va être le deuxième plus petit rayon possible, et ainsi de suite. Donc on est retombé sur le deuxième postulat de Bohr, qui était que le moment cinétique était un nombre entier multiplié par h sur 2π. Mais là, si les électrons ont une longueur d'onde, c'est pas juste qu'ils vont interférer sur eux-mêmes quand ils sont en orbite autour d'un atome. Ils pourraient interférer entre eux, ils pourraient faire de l'interférence et de la diffraction en général. Est-ce que c'est possible? Bon, il a fallu qu'on fasse le test. On savait que la lumière, quand on envoyait ça par une petite ouverture, une fente mince ou une petite ouverture circulaire, ça allait faire un patron de diffraction. Ben, on a dit, ben, on va envoyer des électrons. Hein, on va envoyer des électrons au travers une petite fente. Si c'est vraiment comme des particules, ça va être tout simplement, on va avoir des électrons de l'autre bord du trou, puis c'est tout. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ça faisait exactement la même chose que la lumière. Il y avait de l'interférence et de la diffraction. Donc, de la diffraction, quand on le fait avec justement une fente, mais si on envoie des électrons au travers 2, 3 ou 4 fentes, on allait avoir de l'interférence en plus. Et cette découverte-là que les électrons pouvaient diffracter et interférer a été une preuve solide de l'hypothèse de Louis de Broglie. Donc, sur l'image ici, on a une figure de diffraction obtenue quand on envoyait ça au travers une ouverture circulaire. Le ça en question, c'était à gauche des rayons X et à droite des électrons. Alors, vous voyez la similitude là, entre les deux. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Les rayons X, on sait que c'est de la lumière. Donc, essentiellement, on aurait pu faire ça avec n'importe quelle sorte de lumière. C'est juste que pour correspondre au même rayon, là, aux mêmes positions pour les mines et les max de diffraction, il a fallu avoir une lumière assez énergétique. Donc, on augmentait la fréquence, donc on diminuait la longueur d'onde, et à une certaine valeur de longueur d'onde, on pouvait retrouver avec la lumière, à gauche, exactement ce que des électrons faisaient à droite. Bon, la longueur d'onde dépend de la vitesse pour les électrons, vu que c'est h sur P ou h sur m fois v. Donc évidemment, ce n'est pas n'importe quels électrons qui feraient cette figure-là. Il faut qu'on envoie des électrons tous à la même vitesse, ce qui correspond essentiellement à avoir des électrons de la même longueur d'onde ou des électrons de la même couleur, si vous voulez. Donc si on envoie tout à la même vitesse, on va avoir une figure claire, comme si on éclaire une fente avec une longueur d'onde unique, par exemple avec un laser. J'ai un autre exemple ici, une autre image. Donc, l'image précédente, c'était qu'on envoyait ça au travers une fente mince, en fait, une ouverture circulaire dans ce cas-ci, mais c'était seulement une ouverture. Mais si on avait plein d'ouvertures, plein de fentes, c'est ce qu'on appelle un réseau de diffraction. On sait qu'avec un réseau de diffraction, on a différents max qui sont séparés, puis on n'a plus les max intermédiaires là, entre les deux. Donc, on a des max bien définis à une certaine distance l'un de l'autre. Mais les électrons, eux autres, sont liés. En fait, les atomes dans les solides ont des structures cristallines. Donc, les distances entre les atomes est quand même bien définie. Donc, on a une structure, il peut y avoir à chaque distance, on retrouve un atome, et ainsi de suite. Puis là, ça fonctionne en 3 dimensions. Mais ça fait que les espaces entre les atomes, ça fait comme des fentes qui sont régulières. Donc, un objet, un solide, va faire un réseau de diffraction. Ici, c'est un cristal de manganèse et d'aluminium. Donc, quand on parle de cristal, c'est juste que à l'intérieur du solide, les atomes ne sont pas n'importe comment. Là. Donc, il y a une certaine régularité, une certaine structure périodique. Et si on éclaire ça avec des électrons, ben, c'est ce qu'on a obtenu. On pourrait éclairer avec
de la lumière aussi. Là, on peut éclairer avec des rayons X, etc. Des solides, ça nous permet de savoir c'est quoi la distance entre les atomes, c'est quoi la structure du solide, et avec ça, on peut déterminer aussi de quel matériau il s'agit. Mais on peut faire ça avec des électrons, ce qui est quand même un petit peu plus facile à faire expérimentalement. Donc, on observe ici là, une figure d'interférence avec un maximum au centre et différents maximums autour. Ici, on n'a pas juste une ligne parce que c'est pas juste une fente unique, on a des fentes dans toutes les directions, mais on voit quand même la périodicité là, de la chose. Avec ce qu'on a vu, j'ai deux petits exemples pour vous. On n'a pas vu beaucoup d'équations, on s'entend, c'est seulement comment calculer la longueur d'onde pour de la matière, mais on va utiliser ça dans les deux prochains exemples. Alors, quelle est la longueur d'onde d'un électron voyageant à 1% de la vitesse de la lumière? Donc, je le disais d'entrée de jeu, on ne va pas aller à des vitesses plus hautes que ça parce qu'il faudrait tenir compte de la relativité, qui n'est pas un sujet du cours. Mais à 1% de la vitesse de la lumière, disons que c'est notre vitesse maximale là, pour qu'on puisse appliquer les équations classiques, donc les équations pas relativité, dans nos formules. Donc, la longueur d'onde de notre électron, ça va être la constante de Planck divisée par sa quantité de mouvement. Sa quantité de mouvement, comme on ne va pas trop vite, c'est masse fois vitesse. Alors, si on met nos valeurs là-dedans, c'est relativement simple et on trouve une longueur d'onde. Une longueur d'onde ici qui correspond à 10 à la moins 10 mètres. Donc, c'est des longueurs d'onde quand même très, très, très courtes. C'est plus des ultraviolets rendus là, c'est rendu des rayons X. C'est pour ça que quand on avait la diffraction avec des électrons, ça se comparait avec la diffraction avec de la lumière dans les rayons X. Donc, pour avoir des longueurs d'onde plus courtes que ça, pour avoir des longueurs d'onde plus longues que ça, il aurait fallu avoir des électrons peut-être euh, un peu moins énergétiques. Donc, il aurait fallu diviser pour avoir une longueur d'onde plus grande, divisée par une plus petite vitesse. Mais quand on fait des expériences et on accélère des électrons pour les projeter, habituellement, les électrons vont assez vite. Deuxième exemple, quelle est la longueur d'onde d'une balle de baseball voyageant à 15 mètres par seconde? Donc, vous lancez votre balle de baseball, bon, je ne sais pas la plus haute vitesse possible, mais vous lancez votre balle de baseball à une vitesse correcte. La balle a une masse de 145 grammes. C'est quoi sa longueur d'onde? Parce que quand on lance une balle, on ne la voit pas osciller. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va faire le calcul. Donc, la longueur d'onde, c'est la constante de Planck divisée par la quantité de mouvement. Si on met nos valeurs, on se rappelle que la constante de Planck, c'est x10 à la moins 34, donc c'est quand même une petite valeur. Ça va nous donner une longueur d'onde excessivement petite, 3,046 x 10 à la moins 34 mètres. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement observable? Mettons que vous lancez votre balle de baseball au travers une fente mince, donc une petite ouverture. La balle va avoir l'air de ne pas dévier, elle va juste continuer au travers du trou en ligne droite. Ben, mettez cette longueur d'onde-là dans votre équation de diffraction, par exemple. Vous allez voir que vous aurez des θ là, vraiment petits. Donc, c'est sûr que ce n'est pas observable. On ne pourra pas voir de diffraction avec une balle qu'on envoie là, au travers une fenêtre ouverte ou quelque chose du genre, là, parce que c'est trop négligeable. Donc, ça correspond quand même. Louis Debreuil dit la matière, ça a une longueur d'onde, mais il y a une limite à ce qu'on peut observer. Donc, on va l'observer avec les électrons, on va l'observer avec des protons puis des neutrons aussi, mais de façon moins évidente. Puis là, si on prend de la vraie matière macroscopique, là, on prend une pomme, on prend une roche, c'est pas quelque chose qu'on va observer. Donc, on n'est pas en train de dire, attends un peu, j'invente de quoi, puis tout ce qu'on observe au quotidien, ça marche plus. Là. On voit très bien ici que c'est pas observable, cette longueur d'onde. Donc, la nature ondulatoire est significative seulement pour des objets qui sont excessivement petits, donc excessivement peu massifs. Autrement, on a des longueurs d'onde qui sont beaucoup trop courtes, qui ne sont pas mesurables. Mais là, on vient d'associer des longueurs d'onde à de la matière. Ça veut-tu dire que la matière oscille de haut en bas ou quelque chose du genre? Quand je lance une balle, je la vois pas osciller dans l'air. Mais c'est pas tout à fait ça. Et petite parenthèse aussi, là j'ai parlé de la longueur d'onde pour de la matière, mais quand on avait parlé de diffusion Compton, on avait dit que les photons, la lumière, ça avait de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est masse fois vitesse. Donc, comment on faisait, dans une collision où le photon fait une collision avec un électron, il donne la quantité de mouvement, mais on ne pouvait pas calculer la quantité de mouvement avec m fois v. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? En fait, on aurait utilisé
l'équation de Louis de Broglie. Donc la quantité de mouvement, en fait, H sur la quantité de mouvement, c'est la longueur d'onde. Donc quand on connaît la longueur d'onde d'un photon, on peut trouver sa quantité de mouvement avec cette équation-là. Donc je ne l'avais pas mentionné à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas encore vu cette matière-ci, mais l'équation de Louis de Broglie fonctionne pour trouver la longueur d'onde de la matière, mais ça fonctionne aussi pour trouver la quantité de mouvement de la lumière. Donc on retourne sur la dualité onde-particule pour la lumière. La lumière, c'est quoi finalement? C'est une onde ou c'est une particule? Parce que là, on dit que c'est une particule, mais qui se comporte aussi comme une onde. Puis la matière, c'est quoi aussi? Donc la réponse, en fait, c'est que le comportement dépend de la situation. Donc quand on lance une balle de baseball, on va considérer que c'est une particule, puis le comportement ondulatoire va être négligeable, ça c'est une chose. Mais quand on parle de la lumière, par exemple, euh, des fois, ça va être un comportement ondulatoire, des fois, ça va être un comportement particulaire, mais ça ne sera jamais les deux à la fois. C'est pas un choix qu'on fait de ah, ici, ça serait plus simple si je considère telle chose, fait que je vais considérer ça, puis la fois d'après, ah, ouais, mais là, dans cet exemple-ci, je vais considérer que la lumière est une onde. Dans cet exemple-ci, je vais considérer que la lumière, c'est des photons, c'est un flot de particules. Il faut qu'on utilise un ou l'autre là, pour expliquer le phénomène. Et ça va dépendre des ordres de grandeur, ça va dépendre de différentes choses. Comme la balle de baseball que je dis, qu'on lance au travers d'une fenêtre, on s'entend que la nature, ou deux balles qui rentrent en collision ensemble, euh, comme on faisait en physique mécanique, on utilise la quantité de mouvement qui est conservée pour trouver les angles de déviation et tout. On ne considère pas que les objets sont des ondes qui passent en partie un au travers de l'autre. On considère que les objets sont des particules. Mais quand on a des électrons qui sont envoyés au travers des fentes minces, ben là, il faut considérer la diffraction, donc la nature ondulatoire de la matière pour que ça fonctionne. Juste aussi, je veux revenir sur quelques petites choses. L'équation E est égale H fois F. C'est on peut l'utiliser, mais si on l'utilise en combinaison pardon, avec V est égal lambda fois F, c'est ce qu'on faisait souvent pour passer de H fois F à HC sur lambda. Il faut juste faire attention ici, là, parce que la vitesse qui est égale à la longueur d'onde fois la fréquence, ça c'est la vitesse de l'onde et c'est pas la vitesse des particules. Donc on peut l'utiliser avec la lumière sans problème parce que la vitesse de la lumière c'est égal à la longueur d'onde de la lumière fois la fréquence de la lumière. Mais on peut pas, une onde qu'on aurait sur une corde, on peut pas dire, on peut pas lier la longueur d'onde de l'onde sur la corde essentiellement, puis la fréquence de l'équation de l'énergie. C'est deux concepts qui sont différents. La vitesse d'une onde et la vitesse d'une particule, c'est pas la même chose. Mais avec la lumière, ça fonctionne. Et la seule équation qui est toujours valide, c'est la suivante. Donc, que ce soit pour la lumière, que ce soit pour particule, peu importe la particule, on peut toujours trouver la longueur d'onde avec ça. Donc, si on lance une balle de baseball, comme je le disais tantôt, on peut trouver sa longueur d'onde avec l'équation du bas. Mais on ne peut pas dire, ah, je calcule l'énergie cinétique de la balle, une demi-masse fois vitesse au carré, et avec ça, je trouve la fréquence de la balle. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionne pour la lumière seulement. Et cette équation-là, il faut faire attention. Il ne faut pas la lier à n'importe quoi. Fin de la petite parenthèse là-dessus. Et là, maintenant, c'est quoi l'onde? C'est quoi les longueurs d'onde qu'on parle quand on parle de matière? Les particules ne se déplacent pas en suivant une trajectoire oscillante. Quand on envoie des électrons au travers d'une fente, les électrons vont en ligne droite. Ils ne font pas une oscillation. C'est juste la longueur d'onde nous permet d'expliquer des phénomènes d'interférence et de diffraction. Donc, c'est la longueur d'onde de quoi? C'est quoi l'onde? Si ce n'est pas une oscillation de haut en bas comme une onde sur une corde, ben, l'onde, comment on l'a interprétée, ça c'est l'interprétation de Copenhague. Là, ici, je sors un petit peu du contexte du cours. Si vous êtes à l'aise à calculer des longueurs d'onde pour des particules, c'est pas mal ça que notre cours s'arrête, mais je termine un petit peu sur comment la physique quantique est allée un petit peu plus loin. Donc, à Copenhague, il y a eu essentiellement plusieurs scientifiques qui se sont rassemblés pour essayer d'expliquer ça. Et leur interprétation, c'était, c'est quoi l'onde en question? Mais si on prend l'onde, avec la longueur d'onde qu'on peut calculer avec l'équation de Louis de Broglie et tout, on fait le carré de l'amplitude à une position donnée, mais ça va être proportionnel à la probabilité de trouver la particule à cet endroit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que quand on a une onde avec une certaine longueur d'onde et tout, on n'est pas en train de dire que l'objet oscille de haut en bas. C'est que sa probabilité d'exister à un endroit précis va être périodique à une certaine longueur d'onde. Donc c'est un peu ça l'idée ici.
La longueur d'onde, l'onde en question, est liée à la probabilité de trouver la particule à un certain endroit et non pas à la position verticale, disons, transversale de la particule elle-même. Et ça nous amène à l'équation de Schrödinger. Je n'irai pas dans le détail comment on résout l'équation de Schrödinger ici, ça dépasse largement le contexte du cours, mais les bases de l'équation de Schrödinger sont dans votre manuel, donc vous pourrez lire ça. Ici, on va regarder l'équation de Schrödinger indépendante du temps, donc une version qui ne varie pas dans le temps. Ça va être plus simple, en une seule dimension. Donc on simplifie l'équation de Schrödinger autant que possible, et ce que ça va nous donner, l'équation de Schrödinger, c'est une équation pour trouver c'est quoi l'amplitude de l'onde d'une particule. Donc, si on a une particule, j'ai un électron qui a une certaine énergie dans un certain potentiel, mais c'est où que je peux retrouver l'électron? Je peux faire un exemple un petit peu plus concret. Si j'ai un électron, je sais qu'il y a telle vitesse, donc on serait capable de trouver son énergie cinétique, par exemple, puis l'électron est lié à un proton. Donc, on a un électron d'hydrogène qui est autour du noyau de l'hydrogène. Ben, comment je fais pour savoir il est où l'électron là-dessus? Ben, Bohr nous a dit qu'il y a des orbites fixes. Euh, les orbites fixes, après ça, on pouvait les expliquer avec la théorie de Louis de Broglie, avec les longueurs d'onde qui devaient interférer de façon constructive. Mais l'équation de Schrödinger est encore plus générale que ça. Ça va nous donner c'est quoi les probabilités de trouver l'électron à tel ou tel endroit. Donc, quand on calcule la probabilité à la position d'une orbite stable, ben c'est sûr que la probabilité elle va être non négligeable. C'est possible que l'électron soit sur l'orbite 1, c'est possible qu'il soit sur l'orbite 2, c'est possible qu'il soit sur l'orbite 3. Plus l'électron va avoir d'énergie, plus c'est probable qu'il se situe sur une orbite élevée. Plus l'énergie de l'électron est faible, plus c'est probable que ça soit sur une orbite qui est plus basse. Mais la probabilité qu'il se retrouve entre l'orbite n égale 2 et l'orbite n égale 3, ben, ça tend vers 0, parce qu'entre les deux, c'est pas stable du tout. Donc, ça, c'est le cas pour un électron associé à un noyau atomique, là. Donc un électron en orbite autour d'un noyau dans un atome, mais on aurait des électrons ailleurs, on aurait n'importe quel objet. C'est quoi la possibilité que tel atome se retrouve à tel endroit dans un objet solide et tout? On peut utiliser l'équation de Schrödinger à toutes les sauces, mais plus on complexifie la situation, évidemment, plus ça complexifie les mathématiques aussi. Alors, l'équation de Schrödinger, dans son cas le plus simple que je pouvais trouver pour vous, donc qui ne varie pas dans le temps, parce que d'habitude ça varie dans le temps, mais on va juste construire quelque chose qui est stable, et en une seule dimension. Donc, supposons qu'on avait un électron autour d'un atome, et l'axe X représente, si vous voulez, la distance par rapport au centre. Donc, c'est comme si c'était l'axe des rayons, mais l'équation de Schrödinger, ça serait égal à ça. Donc, la deuxième dérivée de l'amplitude de l'onde, donc la deuxième dérivée de l'onde par rapport à la position, par rapport au centre, plus 2 fois la masse de l'électron, 2 fois la masse de la particule sur h bar au carré, multiplié par l'énergie de la particule moins le potentiel, en fait l'énergie potentielle de l'endroit où se trouve la particule, fois l'onde est égale à 0. Donc c'est une équation différentielle d'ordre 2, qu'on peut résoudre. C'est une équation différentielle d'ordre 2 homogène parce que c'est égal à 0. Puis là, si vous avez fait le cours de calcul avancé, il y a des choses là-dedans que vous dites, ah, je serais capable de faire quelque chose avec ça. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variables, mais dans un problème, on aurait, ben, voici l'énergie de notre particule. Puis si c'est une particule qui est liée à un proton, ben, le U, on peut le calculer. Là. Ça va être quelque chose comme 1 sur R au 1 sur R, quelque chose du genre. Donc, plus on s'éloigne, plus l'énergie potentielle là, tend vers 0 et ainsi de suite. Donc, on peut mettre des situations là-dedans. On met E, on met U. On fait notre équation différentielle et on trouve avec ça la, la valeur de l'amplitude de l'onde en fonction de la position. Et si on met ça au carré, ça va nous donner la probabilité de trouver notre particule à certains endroits. Donc, la probabilité de trouver une particule d'énergie E à une position X dans un potentiel U est proportionnelle à l'onde au carré, à l'amplitude de l'onde au carré. Et quand je dis on résout l'équation différentielle, il y a des conditions à appliquer. La fonction d'onde, qu'on appelle, elle doit être continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à un endroit, l'onde vaut 5, puis
tout de suite à côté à vos zéros. Là. Ça va être nécessairement une fonction continue. C'est-à-dire que si on fait le graphique de la fonction d'onde en fonction de la position, on n'aurait pas besoin de lever notre crayon. Ça va faire en sorte que quand on va faire le carré, ça va être le même principe. Donc la fonction de probabilité est aussi continue. Et ceux qui s'intéressent un petit peu là, à la physique quantique parmi vous, peut-être vous avez déjà entendu parler de ah, il y a une probabilité non nulle qu'on passe au travers d'un mur si on rentre dans un mur ou quelque chose du genre. Là. Mais c'est un petit peu de là que ça vient. Donc, si c'est possible de se situer d'un côté du mur, il y a une probabilité non nulle que ça arrive. Ben, la probabilité ne peut pas tomber d'un coup sec à zéro. Il faut que ça soit continu. Donc, ça va décroître de façon exponentielle au fur et à mesure que vous êtes au travers du mur et même de l'autre côté. Donc, c'est vrai qu'il y a des probabilités non nulles de trouver un électron de l'autre côté d'une barrière de potentiel qu'on appelle. Les mathématiques fonctionnent de cette façon-là parce que si on veut une fonction continue, avec des dérivés continus, avec un carré qui continue, mais la probabilité ne peut pas arriver d'un coup sec. Mais rendu là, c'est impossible. Ça va toujours décroître vers une probabilité qui est de plus en plus petite, mais non nulle. Et en pratique, on voit ça aussi. Donc, on a déjà vu, je vais terminer avec cet exemple-là, on a déjà vu en classe l'exemple d'un prisme. Donc, la lumière arrive à l'intérieur du prisme et on a une réflexion totale interne à l'intérieur, sur la surface à angle du prisme. Réflexion totale interne, ça partait, mettons, à 90 degrés. Si on rapprochait deux prismes ensemble, mais avec un écart entre les deux, c'est possible que même s'il y a une réflexion totale interne dans le premier prisme, c'est possible qu'il y ait de la lumière qui quand même traverse dans le deuxième. Parce qu'il y a une probabilité non nulle que les photons traversent l'espace entre les deux prismes. Et plus on les rapproche, plus l'espace est petit, plus il y a de la lumière qui va être transmise. Donc deux prismes, deux objets collés, mais toute la lumière va traverser. Si on les sépare beaucoup, il n'y a aucune lumière qui va aller du premier vers le deuxième parce qu'on avait une réflexion totale interne dans le premier. Mais si on les rapproche de quelques millimètres, là, il y a une petite fraction de lumière qui traverse, ce qu'on appelle l'effet tunnel. Alors, je voulais juste terminer là-dessus. Je sais que ça dépasse largement le contexte du cours, mais ceux qui avaient déjà entendu un truc de ah, c'est possible de passer au travers un mur ou quelque chose du genre, les probabilités sont extrêmement faibles, mais c'est vrai que c'est pas zéro. Alors, c'est ce qui conclut la matière du cours, la matière de la physique quantique et la matière du cours ondes et physique moderne en général. Dans ce contexte où on a enlevé de la matière, là, on n'en verra pas la physique nucléaire qui aurait normalement terminé la session. Alors, c'est tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié la matière du cours. C'est sûr que je ne contrôle pas le contenu du cours, mais j'espère quand même que vous avez pu trouver ça moindrement intéressant, que j'ai pu vous rendre ça intéressant malgré le contexte évidemment de formation à distance qui complexifie les choses. Mais là-dessus, évidemment, c'est pas la fin. On va se reparler dans vos évaluations. On va se reparler si vous avez des questions. Mais c'est tout pour la matière du cours. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut pour étudier votre examen final. Bon succès à tous et bonne fin de journée.